enchaîne sur une nouvelle table ronde. Une table ronde sur les marchés. C'est bon, oui, oui, c'est bon. Alors, les marchés audiovisuels, donc c'est un vaste sujet, vaste question. On est d'accord pour dire qu'on est plutôt des spécialistes en audiovisuel, mais quand il s'agit de questions de droit, de questions réglementaires, on galère un peu plus. Et en plus, selon nos établissements, on est plus ou moins bien accompagné et on se perd parfois un peu quand il faut faire un marché. Voilà, par exemple, qui ne s'est pas perdu avec des termes comme les BPU, les CCTP, combien de lots construire, comment organiser ma notation pour bien sélectionner les candidats. Donc ces questions et bien d'autres, on va essayer d'y répondre pour vous aider et nous aider à mieux comprendre le sujet. Pour cela, je suis accompagné de Jean-Marc, Hélène, Gabriel et Joachim en distanciel. Je vais vous laisser vous présenter chacun déjà. Donc Jean-Marc Dubois, chef du service audiovisuel et multimédia de l'Université de Bordeaux, et en pleine rédaction de marché. Hélène Pireuse, acheteuse à l'Université d'Angers. Gabrielle Bourdeau, gestionnaire de marché, je m'occupe de la passation de marchés subséquents audiovisuels. Joachim. Ah, on n'a pas de son. Mais ça vient de chez nous. Ça devrait être bon, Joachim. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bon? Oui, ouais, c'est bon. C'est bon. Enfin, c'est un comble que s'il y a un souci d'audiovisuel sur une telle journée, ça serait le comble. Bonjour tout le monde. Joachim Lebiel, je suis le responsable du service de la commande publique, achat et marché pour l'Université de Tours. Merci Joachim. Alors, pour commencer, pourquoi mettre en place un marché audiovisuel? Je vais te passer la main là-dessus, Jean-Marc, ouais. Effectivement, ce qu'on s'était dit quand on a préparé la table ronde, c'est que les phases essentielles du marché, effectivement, c'est analyser les besoins, en sachant qu'en plus un marché c'est pour 4 ans, les 4 ans à venir. Donc il ne faut pas juste analyser les besoins qu'on a là tout de suite, mais il faut être capable de se projeter un peu sur ce qui va arriver. Donc de quoi on a besoin, de combien d'argent, quel volume ça représente. Et puis après, il y a une phase de sourcing, c'est-à-dire qu'on va chercher autour des gens qui sont des sociétés qui sont en capacité de répondre, qu'est-ce qu'elles proposent effectivement pour ne pas se tromper, pour ne pas lancer un marché où il n'y aurait personne qui répondrait. Et puis après, comment on va le mettre en place. Donc, ce que je disais tout à l'heure, lot, pas lot, comment les lots fonctionnent, parce que ça peut fonctionner différemment. Et puis la rédaction des différentes pièces. Et puis après, on a une fois qu'on a fait le marché, il faut le faire vivre, c'est-à-dire comment il tourne. Est-ce que c'est des bons de commande quand on a fait un BPU, ou est-ce que c'est des marchés subséquents, donc on remet en concurrence, si on a prévu si on a décidé que les besoins qu'on avait, on ne pouvait pas les définir de manière très précise à l'avance. Voilà. Merci Jean-Marc. D'ailleurs, dans mon introduction, je parlais par exemple de... Non, en fait, j'en ai pas parlé. Je suis trop loin dans mes notes. Si, je parlais de BPU, de CCTP. Je vais demander aux spécialistes, qu'est-ce qu'un CCTP, qu'est-ce qu'un BPU? Donc après, je ne sais pas, Joachim ou Hélène ou Gabriel. Donc un CCTP, c'est un cahier des charges techniques particulières qui sont établis par les spécialistes, en l'occurrence les audiovisualistes, quand il s'agit de marché de l'audiovisuel. Et ensuite, un BPU, c'est un bordereau à prix unitaire. Voilà. Dans nos échanges, ou moi j'ai appris dans nos échanges pour préparer la table ronde, il y a un terme que j'ai appris que je ne connaissais pas, peut-être que vous connaissiez chez vous, c'est les marchés subséquents.
Il s'agit de quoi? Peut-être Joachim? Oui. Bah, l'essentiel des marchés d'audiovisuel dont on est amené à discuter, ils prennent souvent la forme d'un accord cadre. L'accord cadre, c'est un marché, c'est une forme de marché, une technique d'achat par lequel les administrations vont satisfaire à leurs besoins sans qu'elles soient capables de définir quand est-ce qu'on va acheter et combien on va acheter pendant toute une durée de vie. Et pour pouvoir exécuter ces accords cadres, on a la possibilité soit d'avoir un catalogue, c'est notre collègue qui l'expliquait, avec un bordereau des prix unitaires. Il y a une référence de prix avec en face le montant et on passe la commande de cette référence. Il y a la possibilité de faire des marchés subséquents, c'est-à-dire qu'on n'a pas de catalogue. On va mettre en concurrence un minimum de 3 entreprises titulaires pour leur demander de répondre à un besoin précis. C'est une forme de petit marché dans le cadre d'un marché qui existe déjà avec des titulaires que l'on aura choisis. Et la troisième possibilité, c'est le mix entre les deux, d'avoir une partie sur bordereau de prix et une partie de remise en concurrence de titulaires. Et donc cette remise en concurrence de titulaires dans un accord cadre, c'est ce que l'on appelle des marchés subséquents. Merci. Donc Jean-Marc, toi tu es en pleine rédaction de marché. On va passer un peu, avant de repartir sur les éléments un peu plus réglementaires, on va partir un peu sur la partie audiovisuelle. J'imagine que tu avais déjà un marché en place. Donc quelle a été votre démarche pour renouveler le marché? Du sourcing, de l'analyse, de renouvellement d'éléments? Effectivement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut partir de l'existant, de ce qu'on fait au quotidien, de voir dans le marché, quand on a déjà un marché, de voir ce qui ne marche pas, parce que c'est trop compliqué. Enfin, typiquement, là ça allait à peu près, mais le marché précédent, on mettait en concurrence 5 sociétés pour tous les besoins. Pour un amphi où on avait 50 000 € de travaux, ou comme pour une salle où on avait 2 000 € d'installation à faire. Donc, au bout d'un moment, les boîtes ne répondaient plus. Et puis nous, on passait, pour une salle, tu passes 1 mois et demi, 2 mois entre la rédaction entre le moment où tu fais la demande et le moment où tu mets en œuvre, parce qu'il faut analyser, il faut suivre toute la procédure. Donc du coup, effectivement, une des premières choses aussi, c'est de prendre en compte ce fonctionnement au quotidien du marché pour choisir comment tu le découpes. Donc effectivement, le mieux pour un marché audiovisuel, c'est un accord cadre. Et dedans, nous, on a fait des lots. On a des lots où on va remettre en concurrence les sociétés de manière annuelle. Et on a un BPU, en fait. Et ça va nous permettre d'équiper les salles avec un moniteur ou vidéoprojecteur. Mais on choisit ce qu'on veut parce que c'est dans une installation dont on maîtrise à peu près les contraintes. Donc on dit aux sociétés, mais pour faire une salle, vous nous dites combien vous mettez d'heures, donc ça vous coûte tant de main d'œuvre, et puis sur toute la durée du marché, ils se sont engagés sur ce prix-là, quelle que soit la salle, mais parce que nous, on s'est engagé à dire, la salle, il n'y aura pas une hauteur sous plafond délirante, il n'y aura pas... parce que les salles avec des contraintes architecturales spécifiques, eh ben, on les fait passer dans un autre lot, où là, on remet en concurrence systématiquement les sociétés. Et après, on a aussi un lot carton pour l'achat du tout venant, on va dire, enfin, où il n'y a pas besoin de prestations, d'intégration. Et puis on a aussi un lot particulier de prestations, mais ça c'est un peu, je ne suis pas sûr que ça intéresse toutes les universités. Et puis on a aussi un lot qui selon moi, devrait être géré côté informatique, mais pour la webconférence, les licences de webconférence. Donc en fait, voilà, on part de ce qu'on a fait, comment ça a marché, comment ça a bien marché, comment ça n'a pas bien marché, et tu construis ton marché avec ça. Et puis il faut voir aussi la techno, ce qui a changé, ce qui va changer. Et puis les nouveaux besoins, typiquement là on a des besoins les profs de plus en plus, ils font des salles où ils font de la simulation. Alors ça s'est fait beaucoup dans la médecine depuis 15 ans, puis là ça commence à aller un peu partout. Et donc du coup, c'est des installations un peu atypiques. Donc on a un lot spécial pour ce genre de choses. Du coup, j'ai 2 questions qui découlent de ça. C'est votre combienième de renouvellement de marché, quelle itération vous êtes, depuis combien de temps vous faites des marchés, et vous êtes combien dans votre équipe audiovisuelle à bosser sur cette rédaction de marché?
2, 3, oui, c'est bon. Donc on est... Donc là, c'est le 3e gros marché qu'on fait depuis la fusion. En fait, avant, on faisait des marchés très ponctuels d'équipement. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à un moment donné là où finalement, tu as la majorité des salles qui sont équipées. Donc tu as tout le temps du renouvellement. Donc tu peux pas faire du... On pouvait plus faire de marchés ponctuels, quoi. Donc on avait besoin d'un marché. Donc c'est en 2014-2015 qu'on a fait le premier. Donc effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire comme on espérait. Donc quand on a fait le deuxième, on a modifié ce que je te disais, le découpage des lots, on ne les a pas fait pareil, pour que ce soit plus facile à faire tourner pour nous, mais aussi pour les titulaires. Et puis là, donc c'est le 3e qu'on fait, où du coup on a aussi, mais c'est moins, comment dire, on remet moins en question ce qui avait été fait jusque-là, parce que ça marchait pas trop mal. Et l'autre bout de la question, c'était... Combien vous êtes à travailler sur la rédaction du côté purement audiovisuel? Ouais, alors là, pour la rédaction, le plus gros, c'est Bibi qui s'en charge. Mais c'est vrai que pour le début, bon, déjà, c'est le 2e. Enfin, c'est le 2e où enfin, ça change pas, on n'a pas changé énormément de choses par rapport au précédent. Et puis surtout, on avait fait des avenants. Donc du coup, j'avais une base déjà pas mal que j'ai fait quand même relire par mes collègues. Ils m'ont dit, ah ça tu dois garder, ça tu devrais enlever, ça machin. Et puis, donc c'est quand même beaucoup moi qui suis sur la partie rédaction, c'est quasiment moi tout seul, quoi. Mais par contre, une fois que le marché va tourner, tous les marchés subséquents, moi je suis au pilotage, on va dire, mais c'est mes collègues qui vont faire les cahiers des charges, qui font les analyses, moi je relis vite fait, et puis pour voir qu'ils n'aient pas mis de bêtises, quoi. Okay. Qu'ils achètent bien chez qui je veux, qu'ils achètent la meilleure proposition. Et du coup, pour faire le lien avec les équipes des services marchés et achats, vous avez une personne dédiée qui vous accompagne du côté du service marché? Alors du coup, il y a une personne, alors elle n'est pas dédiée au marché audiovisuel, mais elle est dans un pool de marché. Là, ouais. Et du coup, oui, on travaille avec elle, donc depuis... Alors, le premier marché, c'était pas cette personne, mais là, le précédent, c'était elle aussi. Et oui, du coup, effectivement, ça permet aussi on se connaît, quand on discute, c'est plus facile parce que d'abord, tu comprends un peu ce qui est attendu de l'autre personne, quoi. Même si on parle chacun avec nos mots techniques, et des fois, c'est pas toujours évident. Donc oui, on a quelqu'un qui est en face, ouais, avec qui on peut discuter simplement, même après au quotidien, quand tu fais passer les marchés subséquents, il peut y avoir des questions des fois, et c'est bien de... Typiquement, eux, ils nous ont, parce qu'ils avaient des problèmes de recrutement aussi à un moment donné, donc on a la main sur les marchés. Donc en fait, c'est nous qui allons dans la plateforme, donc on utilise Place, la plateforme pour les marchés subséquents, et donc c'est nous qui déposons le cahier des charges, qui récupérons les dossiers, qui faisons l'analyse. Et après, suivant le montant, si c'est moins de 40 000 €, ben, on fait faire signer en interne notre pôle. Et puis on fait la notification d'en place. Et au-dessus de 40 000 €, par contre, ceux qui reprennent la main pour la notification. Intéressant, parce que je pense que pas tous les services audiovisuels peuvent aller aussi loin que vous allez aller carrément dans place. Oui, alors en plus, ça c'est vraiment une volonté de l'ADA, c'est les arranger. Et puis comme ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble... ils étaient OK sur... mais là encore, ils m'ont dit récemment, mais on ne donnera pas la main à tout le monde. Hein, oui, j'imagine. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a un climat de confiance entre vos services qui est intéressant, et ça permet de travailler efficacement. Oui. Alors nous, ça fait assez longtemps qu'on a des marchés accord cadre sur l'audiovisuel. Moi, j'en suis déjà à mon 2e renouvellement d'accord cadre. On a refait un accord cadre il y a de ça 18 mois. Voilà, donc il est parti pour 4 ans. Et nous sommes partis aussi sur un allotissement. Le lot 1, c'est fourniture et pose de matériel pour l'équipement de salles et d'amphithéâtres. Donc là, ce sont des marchés subséquents. À chaque besoin nouveau pour équiper des salles, on remet en concurrence 3 opérateurs. Ensuite, on a un 2e lot, c'est de la fourniture en carton pour l'équipement de salle. Et là, la direction de l'audiovisuel nous a fait des bordereaux de prix assez détaillés sur les écrans de projection, sur les matériels audiovisuels et de sonorisation,
sur les supports écran, interface numérique, moniteur, lampe, vidéoprojecteur et webconférence. Donc là, c'est la première année que nous avons des BPU aussi détaillés. Donc là, c'est un lot à bon de commande. Donc là, ce sont directement les audiovisualistes de la direction de l'audiovisuel qui passent des bons de commande auprès des fournisseurs, auprès du fournisseur. Ensuite, on a un troisième lot, fourniture de matériel audiovisuel et accessoires, donc qui correspond à des câbles, caméras et objectifs, drones, éclairage, enregistreur audio, matériel de régie plateau, support vidéo photo, accessoires vidéo photo. Et là aussi, c'est un marché à bon de commande. C'est vrai qu'avec la direction de l'audiovisuel, on a travaillé en amont sur l'allotissement et savoir comment on allait justement répartir les matériels par lot. Voilà. Donc on a eu une réflexion. Il faut s'y prendre, on s'y est pris quand même un an avant, avec la direction de l'audiovisuel, avec les techniciens, pour pouvoir justement élaborer qu'ils nous élaborent ces bordereaux de prix, et ensuite pour qu'on répartisse ces matériels en carton d'après les lots, pour qu'il y ait des fournisseurs qui puissent nous répondre sur chaque lot. Voilà. On a eu des réponses sur les deux lots là en carton, fourniture de matériel audiovisuel pour l'équipement de salle et pour l'audiovisuel et accessoires. Donc on a amélioré notre marché parce que précédemment sur l'audiovisuel et accessoires nous n'avions pas eu de fournisseurs. Et ensuite les marchés subséquents sont passés pour le lot 1 pour l'équipement de salle. Ce sont les audiovisualistes qui nous élaborent notre cahier des charges, et ensuite les marchés subséquents sont passés par le service achat, car nous avons eu un renfort pour les marchés d'audiovisuel. C'est Gabriel qui s'en occupe. Oui, donc moi je voulais juste rebondir sur le fait qu'on travaille du coup en étroite collaboration avec les audiovisualistes sur les marchés subséquents. Donc on fonctionne on a un groupe Teams et en fait on échange, c'est eux qui effectivement rédigent le cahier des charges. Et après moi je m'occupe de toute la partie publication alors nous on les publie sur AWS, la plateforme AWS. Et ensuite c'est un échange en fait quand on reçoit les offres, je les communique aux audiovisualistes, ils font leur analyse de leur côté. Moi je fais aussi une analyse plutôt sur la partie sur le critère prix, et ensuite c'est moi qui m'occupe de toute la partie notification du marché sur la plateforme. Voilà. Merci. Joachim, vous, comment ça se passe à Tours? C'est le premier marché, le premier accord cadre de cette envergure, je crois, qui a été passé pour l'Université de Tours depuis un peu plus d'un an maintenant. Avant, il y avait un marché de vidéoprojecteurs seulement et des petites opérations éventuellement d'intégration, mais qui n'étaient pas considérées de manière homogène pour l'établissement. Et par rapport à tout ce qui a été dit par mes collègues intervenants juste avant, moi, ce que je retiens, ça a été l'opportunité de tous travailler ensemble sur ce montage. L'ensemble des audiovisualistes de l'établissement qui ont œuvré sur le montage de ce dossier-là en lien avec le service de la commande publique. Et on a beaucoup appris, en tout cas côté juridique marché, on a beaucoup appris de nos collègues. C'est ce que je retiens d'extrêmement positif. Ça a été de collaborer ensemble et d'essayer de répondre à la commande de l'établissement et aux besoins de nos collègues, d'avoir un langage commun et d'être performant sur nos achats. Et donc ça a donné lieu à 3 lots. Un premier lot mono-attributaire sur catalogue, sur bordereau de prix, qui correspond à du matériel pour les usagers, sur la base de références qui ont été choisies par nos collègues audiovisualistes. C'est eux qui ont fixé les éléments qu'ils souhaitaient voir apparaître dans le catalogue de prix. Un lot numéro 2 en marché subséquent, avec plusieurs titulaires, avec 3 titulaires, qui concernent le matériel audiovisuel professionnel de production et de post-production, sur la base de remise en concurrence de titulaires, où seuls les audiovisualistes ont le droit d'utiliser ce marché-là. Et enfin, un dernier lot, qui est hybride, qui concerne le matériel audiovisuel professionnel pour les différentes salles complexes de l'établissement, avec ou sans prestation d'intégration. Lorsqu'il n'y a pas de prestation d'intégration, nous avons un titulaire sur catalogue, avec des références qui ont été choisies par nos collègues audiovisualistes. Et lorsqu'il y a un besoin d'intégration, nous remettons en concurrence 4 entreprises.
Donc moi, si je devais retenir un élément, ça a été la collaboration entre l'opérationnel et le juridique marché. Et je dirais que c'est la plus grande richesse des marchés, c'est celle-ci, c'est de ne pas voir tout cela, tout ce travail-là simplement comme des étapes à franchir ou des obstacles à dépasser, mais comme des opportunités. Le retour d'expérience sur le passé, il est fondamental. Un marché, ça ne se duplique pas. Un marché, ça s'améliore, ça se corrige ou ça s'arrête. Mais en tout cas, ça ne se duplique pas. Et un marché, ça vit. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur le devenir de bordereau des prix. Mais voilà, moi, ce que je retiens, c'est la collaboration étroite avec nos collègues audiovisualistes avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir d'échanger. Merci Joachim. Eh ben, pour rebondir sur la rédaction de ces marchés, quelque chose qui est revenu dans nos échanges de préparation et une question qu'on s'est posée nous, moi je suis à l'université qu'on s'est posée puisque notre marché est sorti il y a 3-4 mois, c'est le BPU, comment bien le rédiger. En fait, il y a toujours cette question de est-ce qu'on cite ou non les marques, à quel niveau de précision on peut ou on doit aller. Je ne sais pas, Joachim ou... Vous avez... Joachim. Je commence ? D'accord. Sur le bordereau des prix, je pense qu'il y a déjà un fantasme sur lequel il faut passer à côté. Un bordereau des prix, par définition, ça ne peut pas être exhaustif. Celui qui pense qu'il peut faire un catalogue de prix de 5000 références, je pense qu'il se trompe, parce qu'il va perdre du temps déjà pour le monter. Son catalogue risque d'être obsolète au bout de quelques semaines de vie, et il risque aussi, parce que c'est peut-être quelque chose dont on ne parle pas suffisamment depuis le début, il risque d'effrayer les entreprises qui vont être amenées à se positionner dessus. Répondre à 5000 lignes, je pense qu'il faut être un peu fou ou audacieux pour rester élégant. Il faut qu'on pense aux entreprises qui doivent nous répondre. Donc dans le rétexte, dans le sourcing, il faut aussi qu'on voit la capacité à faire des boîtes face à nous. Donc un bordereau de prix, par définition, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et je vous prie de m'excuser si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je pense qu'un catalogue de prix ne peut pas être exhaustif. Il doit représenter certainement le top des références qui sont susceptibles d'être commandées par l'établissement. Donc ça impose du côté de l'opérationnel d'être honnête dans les références qui sont le plus commandées, on pourrait se passer de faire de références exotiques pour mettre par exemple le top 20, le top 30, le top 40, que sais-je, des commandes qui sont privilégiées par l'établissement. Nous, on indiquera systématiquement, parce qu'on le fait dans d'autres accords cadres que l'audiovisuel, des typologies d'équipements que l'on souhaite acheter. Si je pense, alors vous m'excuserez une parenthèse sur un autre marché, tous les plus grands contrats de consommables de recherche fondamentale, on écrit les références des marques, les marques et les typologies de produits que l'on souhaite acheter en se prémunissant avec une mention ou équivalent. Mais il faut donner à voir aux entreprises susceptibles de nous répondre quels sont les équipements que l'établissement souhaite acheter. L'entreprise n'est pas l'ennemi de l'établissement. Pour pouvoir correctement se positionner, il faut qu'on lui donne des choses. Et je pense que ça participe de la transparence. Et l'avantage ou la spécificité des accords cadres dans l'audiovisuel, de ces achats en audiovisuel, c'est qu'il n'y a pas, ou en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de contrat de distribution exclusif passé entre des fournisseurs et des distributeurs. Ce qui fait que l'on pourrait acheter la même référence chez l'entreprise A, B ou C, ce qui vient ici grandement limiter l'atteinte à la concurrence qui est à la base des règles de la commande publique. Donc si je devais dire un truc là-dessus pour résumer, un bordereau des prix qui correspond à l'immense majorité des commandes passées par l'établissement, on cite les marques en acceptant des références équivalentes et en s'autorisant en toute fin de catalogue d'autoriser l'entreprise à nous proposer un pourcentage de remise sur le catalogue général dans l'hypothèse où quelques fois dans l'année, nous aurions un besoin exotique. Donc un catalogue pratique pour nos collègues et facile à remplir pour les entreprises qui souhaiteraient se porter candidat. Merci Joachim. Hélène, Gabriel, des choses à ajouter sur le BPU ou Joachim a tout bien résumé? Oui, c'est ça. À l'université, les audiovisualistes ont fait un bordereau de prix. Ils ont ciblé les matériels les plus utilisés à l'université. Voilà. Et en fait, ça avait un avantage, c'est que ça permettait d'avoir une unité du matériel au sein de l'université pour équiper les salles. Voilà, donc ça c'était un des buts qui était recherché en faisant les bordereaux de prix unitaires.
Sur la question de citer des marques, on ne peut pas citer des marques. Donc, si on en cite, il faut toujours mettre dans un BPU ou équivalent, voilà, pour chaque produit. Merci beaucoup. Je pense que ça va en aider certains. Parce que c'était un flou qu'on avait. Autre élément dans la rédaction qui est important aussi, ce sont les critères de notation. Comment pondérer entre le prix, la qualité, enfin voilà. Quels critères vous avez mis, vous, à Bordeaux? Alors, du coup, en fait, on a 2 critères. Non, mais globalement, il y a un critère prix et un critère technique, mais qui recouvre la technique. Dedans, il y a la partie développement durable aussi, l'évaluation du développement durable, RSE, qui vient dedans. Et du coup, c'est qui est un peu... et puis, il y a une partie organisation. Enfin, pour la partie sélection des candidats aussi, il y a une partie sur l'organisation de la société, en fait. Et c'est vrai que là, on est en train de finir cette partie-là, justement. Et l'idée, c'est d'avoir... enfin, l'idée qu'on m'ont suggéré, du coup je vais les suivre parce que c'est pour le coup, si ça leur convient, c'est parfait. La direction des achats, c'est de dire que pour la sélection des candidats, c'est-à-dire les gens qui vont rentrer dans l'accord cadre et qui seront après titulaires des différents lots, c'est de mettre un minimum, un score minimum sur le prix, et pour pouvoir maximiser tous les autres éléments, donc technique et puis développement durable, RSE. Et par contre, une fois qu'on sera rentré ils seront rentrés dans l'accord cadre, au niveau des lots, la remise en concurrence entre les candidats sur chacun des lots, là par contre, on montrera nettement la partie prix. Donc on a une première sélection où finalement le prix est un peu annexe, entre guillemets, et un deuxième niveau de sélection où par contre il aura plus d'importance, en sachant qu'on reste quand même, nous, volontairement, on force quand même sur la techno et développement durable. Le développement durable, ils veulent que ça soit à peu près, ça couvre 30% de la note technique. Et c'est un peu compliqué à évaluer. Merci Jean-Marc, tu as anticipé une des thématiques d'après, oui, l'intégration de tout ce qui est RSE dans les achats et dans les critères de notation. Et vous, à Angers, comment ça s'est passé pour les notations, comment vous avez procédé? Pour l'achat en carton, nous avions le prix, la pertinence des matériels proposés, la qualité de service et puis la performance en matière environnementale. Et pour les critères pour sélectionner les entreprises qui allaient participer à nos marchés subséquents, nous avions la flexibilité et la réactivité de l'entreprise, l'organisation pour la gestion des devis et des commandes, l'organisation de l'entreprise pour assurer la livraison, la performance environnementale. Et ensuite, nous avions fait un comparatif des prix sur quelques scénarios proposés. Merci. Joachim, à Tours. Exactement comme nos collègues d'Angers sur la partie carton, c'est un terme que j'ai appris à connaître dans le cadre des marchés audiovisuels. Donc on a priorisé toujours sur la valeur technique, mais avec un poids significatif malgré tout sur le prix. Tandis que sur la partie intégration, on a grandement priorisé la partie valeur technique. C'est ça le choix qui a été le nôtre. Sur le développement durable, je pense qu'on a progressé sur ces questions-là, avec une réflexion notamment sur des critères de consommation électrique que l'on pourrait envisager. Ce que l'on a prévu, c'est dans les conditions d'exécution, notamment en termes de livraison. Il y a un soin particulier qui est consacré à la livraison, mais de manière générale, à Tours, on répugne à faire des grands critères qui s'intéressent à la grande politique nationale de l'entreprise, qui en définitive ne nous intéresse pas beaucoup sur l'exécution de nos marchés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le quotidien de nos achats, qu'est-ce que l'on pourra faire. Et je pense qu'il y a tout à améliorer, là-dessus, mais comme dans n'importe quel marché, il faut être humble sur ces questions-là. Ok, merci beaucoup Joachim. Quelles difficultés, Jean-Marc, par exemple, tu as pu rencontrer sur tes marchés précédents ou sur celui-là, sur la rédaction ou sur le sourcing? Enfin, quelles difficultés tu as pu rencontrer?
Alors là, effectivement, comme c'est le troisième marché, au niveau, on va dire, cahier des charges proprement dit, on savait où on allait. Donc ça n'a pas été forcément le plus compliqué. Là, ce qui m'a vraiment été difficile, c'est toute la réflexion, effectivement, sur le côté du RSE, quoi, comment on fait rentrer la notation RSE. Donc du coup, on a une partie, c'est dans le BPU, enfin, du coup, on a fait un BPU avec plein de cases, plein de colonnes. Donc il y a le prix, mais il y a aussi toutes les infos techniques, et il y a aussi, donc on est plus dans un BPU 4 de mémoire technique, quoi, hein, c'est un mélange, et tout plein d'infos aussi sur le développement durable. Donc pour les équipements qui consomment du jus, est-ce qu'il y a un classement, tu sais, le classement ABCDEF là, combien ça consomme, est-ce que c'est fait avec des matériaux recyclés, est-ce que c'est recyclable, est-ce que c'est fabriqué à l'autre bout du monde, ou est-ce que c'est fabriqué à côté, est-ce que c'est assemblé à tel ou tel endroit, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un truc de fou. Mais là pour le coup, on a plein de questions, enfin plein d'éléments de réponses de côté développement durable, quoi. Et puis après, on a des questions plus généralistes, mais là c'est pareil, c'est un peu compliqué, parce que comme le but du jeu, c'est quand même, enfin, pour moi, de travailler avec des sociétés qui viennent pas de l'autre bout de la France. Et finalement, plus on va demander de choses strictes sur le RSE, plus on risque de se retrouver avec les PME du coin pas en capacité de répondre, quoi. Donc on est plus dans l'essayer de demander qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs démarches, plutôt que de demander qu'ils aient tel ou tel label, quoi. Il y a un ou deux labels qui existent, je sais qu'ils ont. Alors là, ce qui est peut-être amusant d'ailleurs, c'est que pour la prestation, ils ont tous le label. Enfin, ceux qu'on connaît et il y a un label qui s'appelle PrestaDD, ils l'ont tous. Par contre, côté intégration, ils n'ont pas forcément de label développement durable classique, quoi. Donc du coup, on demande. Mais après, quand tu grattes, tu vois, tu as des choses. Alors on va leur demander qu'ils utilisent des voitures non polluantes. Mais en fait, aujourd'hui, les critères, le critère là, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, si tu as une voiture qui a moins de 10 ans, t'es bon, quoi. Donc en fait, les boîtes, il y a peu de chances que les mecs ils changent pas les véhicules, ils aient plus de 10 ans, quoi. Donc ça veut dire qu'ils sont, si tu dis je veux au moins critère 2 pour les véhicules camionnettes, donc c'est n'importe quel diesel et critère 2 aujourd'hui, du moment qu'il a moins de, même je sais pas, c'est pas 15 ans même. Et je veux un critère 1 sur une voiture essence et c'est la même. Donc en fait, le problème, je peux le mettre, mais ça sert à rien que je le mette, parce qu'il y a peu de chances qu'il soit à côté, quoi. Et après, autre truc un peu particulier, toujours dans le thème RSE, c'est l'éco-contribution. Donc au niveau des achats, ils disaient si, il faut qu'ils la mettent, il faut que ça apparaisse dans le BPU. Et la réponse des intégrateurs, c'est mais en fait non, ça n'existe pas forcément, ça dépend du matériel. Et donc là, tu te retrouves à chercher la réponse, parce qu'en fait, il y en a qui dit oui, qui dit non, mais il n'y a personne qui cherche. Donc c'est toi qui cherches. Donc alors si vous voulez savoir, en fait, l'éco-contribution, elle n'est obligatoire que sur les produits ménagers, c'est-à-dire les produits que les particuliers sont susceptibles d'acheter. Donc du coup sur un PC, sur une téloche, sur un vidéoprojecteur parce qu'on peut en installer à la maison. Par contre, sur les automates de chez Crestron Extron, comme c'est pas des produits vendus aux particuliers, bah non. Sur un serveur, bah non, parce que le serveur vous n'allez pas en acheter à la maison, donc il n'y a pas d'éco-contribution. Et en fait, voilà. Mais ça c'est écrit, je sais pas où dans la loi, il faut aller chercher un petit truc. Tu t'emmerdes à trouver. Donc du coup, on a bien la colonne éco-contribution, mais ils ne sont pas obligés de la remplir. Le précédent marché, on leur avait dit si, vous devez le mettre, donc ils nous avaient mis quand ça n'existait pas, ils mettaient un montant au pif. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Alors c'était en live, c'est loupé. Donc, ce que je comprends sur le RSE, surtout, c'est qu'en fait, on n'a pas encore tous les baromètres ou tous les indicateurs qui permettent de vraiment évaluer ce critère-là. Donc c'est encore un peu compliqué, mais ça viendra. Oui, alors après, il y a un truc qui s'appelle la clause verte, où effectivement, il y a tout un tas de clauses qui peuvent être inspirantes. Mais par exemple, la clause verte, ils ne savaient pas ça, le coût de l'éco-contribution. Donc, là, on a vu les difficultés rencontrées plutôt du côté rédaction technique, rédaction technique. Et vous, de votre côté, du côté plus réglementaire, du côté des marchés, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés sur les marchés audiovisuels, Joachim ?
Ou du bois, pour l'instant, non. On n'a pas rencontré de difficultés en cours d'exécution. Je ne crois pas le savoir sinon. La difficulté qu'on a eue pendant le montage, c'était vraiment, et ça, je remercie tous mes collègues qui ont participé, collègues audiovisualistes, c'est d'avoir cette connaissance fine des entreprises qui étaient en capacité de nous répondre. Non pas nos titulaires, mais les difficultés que rencontrent les entreprises de ce secteur économique-là. Et nous, c'était en plein pendant le début de la guerre en Ukraine. Et donc la grande difficulté, c'était celle de pénurie et des difficultés d'envoi de nos équipements. Et comment est-ce que l'on traduit dans nos pièces marché l'incapacité d'un de nos titulaires à nous livrer dans les délais, quid des pénalités s'il y a du retard, comment on organise en fait la vie administrative du contrat par rapport à une situation difficile, et avec comme spécificité que cette situation difficile, elle n'est pas arrivée en cours d'exécution, mais avant qu'on lance la publicité pour se doter de ce contrat-là. Donc ça a été techniquement un exercice de style, mais je pense qu'on a beaucoup appris côté marché sur cet exercice-là. Donc sur l'exécution, je ne crois pas que nous ayons des difficultés. Sur le lancement de ce contrat, on s'était posé ces questions RSE, qui nous avaient un peu mis en difficulté. Et voilà, l'anticipation de la question des délais de livraison et des ruptures d'approvisionnement que j'ai trouvé particulièrement stimulantes. Okay, merci Joachim. Et à Angers, du coup? C'est vrai que l'année dernière a été compliquée vu la pénurie de matériel et les délais de livraison qui s'allongeaient. Il a fallu gérer ce problème-là. Il est en passe d'être résolu puisque les délais de livraison sont redevenus à peu près normaux. On n'a pas eu sinon de soucis concernant l'exécution des différents marchés. C'est vrai qu'on se pose toujours la question sur le développement durable. Voilà. À l'université, on s'était attaché à mettre des critères de performance de développement durable qui soient en rapport avec l'objet du marché, pour pas que les entreprises nous envoient des mémoires RSE très généraux. Il faut qu'on change de micro. Très généraux. Et donc on s'était attaché à mettre des critères sur l'exécution du marché en lui-même, concernant le transport et la livraison des marchandises, les emballages, et aussi des critères sur les matériels pour demander les labels, certifications, réparabilité. C'est vrai que après analyser les différents labels, certifications, vu la diversité, ce n'était pas forcément évident. Voilà. Petit changement de pile. On a dans la préparation de notre table ronde aussi, il y a une question qui est intervenue, que moi j'avais pas conscience, c'est certains dans leur lot installation peuvent intégrer l'intervention d'un bureau d'études, ce qui se fait pas mal quand vous faites des nouveaux bâtiments. Est-ce que tu as déjà eu le cas, toi, Jean-Marc? Non. Non, nous effectivement on ne fait pas. C'est vrai quand il y a des nouveaux bâtiments, du coup c'est une opération immobilière et là il y a une assistance à la maîtrise d'ouvrage et effectivement c'est dans ce cadre-là qu'éventuellement le bureau d'études de la maîtrise d'ouvrage fait aussi un travail sur l'audiovisuel plus ou moins bon suivant les compétences qu'ils ont. Mais nous quelque part on est le bureau d'études. Et après, on échange avec les intégrateurs. Enfin, au moment où, en fait, à chaque fois qu'on fait un espace un peu particulier, on fait un marché subséquent, du coup, on a une visite avec tous les intégrateurs. Et donc, du coup, pendant la visite, on discute avec eux. Donc, il peut y avoir des choses qu'on définit à ce moment-là. Donc, on reprend tout en note. On fait une mise à jour du CCTP. Et comme ça, on est sûr on est bien d'accord sur ce qu'on s'est dit. On n'a pas dit un truc à un et autre chose à l'autre pendant la visite. Donc c'est comme ça qu'on fait le bureau d'études, si tu veux. Je vais prendre celui-là. Les piles seront bientôt mortes aussi sur celui-là, parce que c'est en rouge. Il me semble qu'à Angers et à Tours, non, vous n'avez pas non plus intégré d'histoire de bureau d'études. Et on a vu que ça se faisait dans certains cas.
enfin, je sais pas si on peut opposer ça au marché, mais il y a un autre système pour faire des achats qui sont les centrales d'achat. On a parlé, si je me trompe pas, du CAIH et bien sûr l'UGAP qui a toujours son volet vidéoprojection. Il me semble que c'était Joachim qui était assez calé sur le CAIH. Est-ce que tu peux enfin, tu nous avais fait une bonne définition. Est-ce que tu peux nous en parler? CAIH, c'est une centrale d'achat de l'informatique hospitalière. C'est la version UGAP des hôpitaux. Les hôpitaux ont créé 3 grandes centrales d'achat qui travaillent ensemble, qui sont un peu les ennemis intimes, et je le dis avec plein de guillemets, hein, de l'UGAP. C'est l'UniAchat, qui est basé à Strasbourg de mémoire, le RESA et CAIH. CAIH, c'est une centrale d'achat dédiée à l'informatique, et dedans, ils ont ajouté ce qui touche au domaine informatique sans être de l'informatique stricto sensu. Il y a tout ce qui concerne les copieurs notamment. Et ils ont aussi développé depuis peu de temps tout un segment d'achat autour de l'audiovisuel. Alors ça n'a pas été le choix de l'université de Tours, mais je sais que d'autres universités, je crois savoir que l'université d'Orléans, tout à fait récemment, a adhéré au segment d'achat du CAIH sur la partie audiovisuelle, où il y a dedans des lots carton, où il y a des lots d'intégration, il y a des lots bureaux d'études. Et en fait, ça vient accompagner des structures qui ne seraient pas forcément dotées en interne de moyens humains pour porter une consultation ou pour aller en renfort sur certaines actions. Et le CAIH ou les centrales d'achat de manière générale peuvent être, je pense, une aide précieuse en cas d'impossibilité ou d'incapacité de porter soi-même une consultation. Merci. Vous avez des éléments à apporter sur les centrales? Non. Au moment d'établir notre cahier des charges, nous n'avons pas été vers les groupements d'achat. Merci. Il y avait un point sur la relation audiovisuelle et services marchés, mais on en a parlé au début au final, comme quoi ça fonctionnait bien tous entre vous. À force de bosser ensemble, c'est obligé. À force de travailler ensemble, tu finis par te connaître, donc tu arrives à discuter. Et puis de toute façon, on a un but commun, c'est que ça marche. Donc, oui. Oui, comme dans toute relation, il faut que ça marche des deux côtés pour que ça marche. Une fois qu'un marché est en place, il a une vie. Est-ce qu'on peut faire évoluer les BPU? Est-ce qu'on peut faire une remise en concurrence? Hélène? Nous, nos BPU évoluent, puisque c'est vrai qu'une particularité des marchés de l'audiovisuel, c'est d'avoir des matériels qui sont vite obsolètes. Donc pour notre part, nous avons des BPU qui évoluent, et donc on les fait évoluer par acte modificatif. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est vrai que nous ne sommes qu'à 18 mois d'existence de ce marché. Il faudra voir par la suite si au prochain marché, nous agirons toujours comme cela ou pas. Merci. Joachim? Je partage l'intégralité de ce qui vient d'être dit. Et donc cette vie du marché, elle s'intéresse aussi bien à l'évolution des BPU que l'évolution aussi des réponses des entreprises sur les marchés subséquents. Je pense comme pour beaucoup, on a pris l'habitude de rencontrer nos titulaires au bout d'un certain temps d'exécution et de renouveler ces rendez-vous afin de s'intéresser et de les interroger sur leur taux de transformation entre j'ai répondu à un marché subséquent et j'en ai obtenu X%, et donc nous dire je ne suis pas content de la situation, je souhaiterais m'améliorer ou je lâche l'affaire. Donc la vie du marché, c'est aussi cette partie-là qui est un peu moins administrative, qui est un peu plus pro-business, je dirais. Mais sinon, sur la partie BPU, je ne rajoute pas une ligne et je ne retire pas une ligne de ce que ma collègue a dit juste avant. Ok, merci. Du coup, là, tu es dans la rédaction de ton troisième marché. Sur les marchés précédents, comment ça fonctionne? Pour faire évoluer vos BPU, comment vous aviez fonctionné? Rencontre, comme dit Joachim, rencontre des titulaires de marché Non, du coup, les BPU, on les a fait évoluer suivant les besoins qu'on avait, en fait. Du coup, tu te rends compte que tu as de plus en plus de demandes, je sais pas,
de moniteurs interactifs par exemple. On avait prévu un truc, une taille, donc du coup le BPU suivant, mais on a prévu 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces. C'est plus vraiment technique, quoi, nous, cette évolution-là. Dans la partie, puisqu'on a un BPU d'intégration pour les salles type. Donc c'est avec une remise en concurrence annuelle, et donc du coup on change le BPU annuellement pour... ouais. Alors nous ça avait été fait par avenant, pour le coup c'était un peu compliqué parce qu'il fallait renvoyer le papier, on va changer le BPU, ok, le mec il signait, et après tu envoyé le BPU, et hop, il répondait, donc c'était un peu long comme démarche, c'était pas très fluide, donc du coup là c'est plus comme ça, on change le BPU quand on veut, et je t'en le renvoie, tout va bien. Non, pas quand on veut, on le changera à la remise en concurrence annuelle, mais sans formalisme autre que relancer la remise en concurrence annuelle, quoi. Donc oui, c'est plus comme ça que ça se passe avec les nouveaux besoins, quoi, que tu vois si ça colle, ça va rentrer dans le BPU, ou si ça reste dans la partie où on les interroge sur les marchés subséquents, quoi. J'ai une question qui me vient par rapport aux réponses. On n'en a pas parlé pendant notre préparation, mais je pense que vous pourrez répondre. C'est dans les répondants à vos marchés. Est-ce que vous avez que des entreprises locales, ou vous avez des choses au national, ou peut-être voire à l'international? Par exemple, nous, à l'Université de Rennes, on a eu 2 réponses plutôt locales et une réponse hors région. Hélène? Nous avons eu des réponses de locales, mais d'entreprises nationales, et après aussi d'entreprises nationales. Ok. Avant de passer la parole à Joachim et à Jean-Marc, je posais la question, c'est notamment sur les lots installation, installation d'équipements, sur les délais d'intervention. C'est pour ça que je posais la question si les boîtes étaient locales ou nationales. Joachim, à Tours? Notre collègue, on a touché les locaux, je pense, et on a aussi du hors région. Oui, effectivement, au niveau des réponses, c'est les locaux, et puis finalement pas tellement de hors région. Par contre, dans celui qui court actuellement, il y avait une société que je ne citerai pas, mais du coup c'était le cabinet parisien qui répondait, et ils ont une petite équipe d'intégrateurs sur Bordeaux, et donc en fait le fonctionnement ça marchait pas, parce que c'était pendant tout même encore, enfin du coup ils viennent plus, mais c'était les gars, on envoyait sur place, mais c'était les mecs de Paris qui recevaient l'invitation, ils transféraient à leurs collègues, donc les mecs venaient, ils faisaient le dossier, ils envoyaient à Paris, et les mecs de Paris déposaient sur place. Et quand on faisait un changement le moment de la visite, quoi, donc on changeait je sais pas, dans le cahier des charges, on rajoutait un truc, une précision, enfin que les gars en plus avaient vu parce qu'ils étaient là, hein. Donc les Parisiens ils râlaient parce qu'on leur laissait pas assez de temps pour prendre en compte la nouvelle demande, alors que le problème c'était pas à nous qui leur laissons pas assez de temps, puisque les autres ça marchait, c'était leur fonctionnement là qui était un peu de pas vouloir donner la main à leurs collègues locaux, c'était un peu bizarre, quoi. Parce que du coup ils perdaient du temps entre eux, quoi. Et puis au bout d'un moment ils ont arrêté de répondre. Effectivement, un peu compliqué. Eh ben, on a balayé à peu près tous les domaines qu'on voulait vous donner. Je pense que vous avez pas mal d'éléments pour bien rédiger votre marché. On va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Eh ben, il y en a des là-haut. Alors, est-ce qu'on a un micro à passer là-bas? Parce que nous, il faut qu'on en garde un pour pouvoir répondre. Benoît? C'est bon? Tu peux passer les micros du coup? Je crois que c'est Jean-Philippe qui a levé la main là-bas, et je crois qu'il y avait une autre main levée là-haut. Il y a des mains partout, super, on a plein de questions. Faites pas les timides. Ok, bonjour. 1, 2, 3, 4. Oui, bonjour. Donc, je suis Jean-Philippe Sienne, je suis à l'Université de Rennes, notamment avec Guillaume, on a travaillé sur ce marché. Il y a quand même un critère qui nous a bien posé problème, notamment pour obtenir, entre guillemets, un critère de notation un peu intègre. C'est que sur les différentes universités que nous sommes là, globalement, on cherche à travailler avec du matériel broadcast, et donc globalement, on cherche à travailler avec des grandes marques. Maintenant, le sujet de la robustesse se pose dans un marché parce qu'en l'occurrence, face à une proposition technique qui est identique, si on va par exemple sur la fiche technique d'un
d'un projecteur Epson ou d'un projecteur Optoma et qu'on les oppose, finalement on peut avoir la même réponse technique, mais le critère de robustesse n'est absolument pas évident dans les deux cas. Donc pour le coup vous êtes obligé de poser une note, le prix lui, clairement Optoma va être moins cher, et donc finalement sur le coup Optoma va donner un point de plus à votre candidat, alors que vous voudriez Epson. Donc finalement, comment est-ce que vous notez comment dire, la robustesse dans votre cas? En fait, c'est là qu'il faut que les candidats, enfin les gens qui vont postuler connaissent tes besoins. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir décrire un peu quelque part dans le cahier des charges les équipements que tu as déjà. Donc ça positionne un peu le niveau qui est attendu. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous par exemple, alors du coup ça joue un peu sur le RSE aussi, c'est qu'on exige, là dans le marché qui va sortir, en fait on ne l'exigeait pas dans le précédent, mais on le demandait quasiment systématiquement, et là on exige une extension de garantie à 5 ans. Donc je ne suis pas sûr que certaines marques qui ne sont pas robustes, ils soient capables de prévoir la garantie à 5 ans. Et puis de toute façon, s'ils la prévoient, au pire, ils devront changer ton vidéoprojecteur qui tient que 1 an. C'est pas grave, tous les ans, ils vont le changer, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils changent de marque. Donc je pense que le jeu, il est là, quoi. Il faut leur donner les moyens de pouvoir proposer des choses meilleures, quoi. Donc tu peux aussi, il y a aussi la notation, tu mets 20% sur si tu mets 20% sur le prix et 80% sur la technique ou le contraire, forcément c'est pas les mêmes, ils vont pas répondre avec les mêmes produits, quoi. Si tu mets, alors c'est sûr que derrière la techno c'est compliqué à évaluer entre un Optoma et un Epson ou un Pana. La différence de techno, elle est plus finalement sur dire si du mono DLP, la colorimétrie ça va pas être tout à fait ça versus du tri-LCD ou du 3DLP. Mais ceci étant dit, ça ne change rien sur la marque et autour, effectivement. Donc non, je ne sais pas évaluer la robustesse. Par contre, je sais demander à ce qu'elle soit assurée par la garantie, l'extension de garantie. Joachim, Hélène, Gabriel, des choses à ajouter là-dessus ou Jean-Marc a très bien résumé? Oui. Parfait, Jean-Marc. Alors, on avait une question là-haut. Ouais. Arnaud Mouza de l'Université Clermont-Auvergne. On a parlé d'achat jusqu'à maintenant, mais dans une vision de développement durable, le matériel qu'on achète, on le juge obsolète au bout d'un certain temps, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus fonctionnel. Est-ce qu'on peut envisager de le revendre pour avoir des réductions sur certains achats suivants? Est-ce que vous avez des expériences, vous le faites dans vos universités? Nous, on se pose la question de pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est possible légalement. Je vois Joachim hocher de la tête, je pense qu'il a une réponse à vous donner. Je souris puisqu'il y a un de nos titulaires qui nous en a parlé il y a quelques semaines de ce sujet-là. Vendre un équipement qui a été acheté via de l'argent public, c'est possible, mais il faut ce que l'on appelle, il faut le désaffecter et le déclasser. N'importe quel bien mobilier ou immobilier public concourt à une activité de service public, et à la différence d'une personne privée, l'administration ne peut pas vendre son patrimoine mobilier et ou immobilier comme elle le souhaite. Il y a donc une opération de déclassement et de désaffectation, c'est une opération juridique, et ensuite on fait passer en fait ce bien qui appartient au domaine public, on le fait passer dans le domaine privé de l'administration pour ensuite pouvoir le vendre. La revente d'équipements qui sont devenus non pas à jeter, mais inadaptés aux usages professionnels de votre structure, monsieur, je pense que c'est une excellente idée. Et en tout cas, c'est juridiquement possible, tant qu'on a utilisé le mécanisme du déclassement, de la désaffectation préalable. C'est-à-dire on fait sortir du périmètre domaine public affecté au service public pour le faire passer dans le domaine privé. En gros, vous retirez le vidéoprojecteur d'une salle de TD, il est remis dans un carton et mis dans une salle de stockage. Il n'est donc plus utilisé pour le service public. Il peut donc être vendu. Et après, c'est un lien avec votre agence comptable pour déterminer si le bien a été amorti ou pas, déterminer un prix. Moi, je l'ai fait il y a quelques semaines sur des équipements scientifiques qui n'étaient plus utilisés par nos chercheurs. On a trouvé un acheteur en Angleterre et on lui a vendu l'équipement. Ce qui a permis de recapitaliser sur une somme qui était significative pour pouvoir le réinjecter dans des achats précieux ou pour se désendetter. Voilà, il y a tout un tas de stratégies. Donc bien évidemment que les administrations ont le droit de vendre, je dirais que c'est même devenu nécessaire. Okay. Merci. On a Benoît qui veut intervenir. Non, mais justement sur la vente, il y a le site Agorashop
qui est un site de revente de matériel de mairie ou de genre de choses qui se fait depuis très longtemps, qu'on peut acheter des véhicules, des cuisines entières de collectivités, ce genre de choses, quoi. Donc c'est pas nouveau aussi. Et alors moi, ma question, c'est est-ce que l'enseignement supérieur a accès à ces plateformes? Oui. Agora, c'est ni plus ni moins que le bon coin des administrations, hein, pour le dire comme ça. C'est l'équivalent des domaines. C'est des mises aux enchères. Ce sont des ventes aux enchères avec un prix de réserve. Si l'établissement décide de mettre un prix de réserve, c'est-à-dire en deçà de ce prix-là, ça ne part pas. Et vous laissez une publicité pour susciter l'envie de particuliers ou d'autres structures publiques ou privées d'acheter vos besoins. Et ça va effectivement d'une flotte d'iPhone 7 cassé jusqu'à un bâtiment d'une mairie qu'elle peut le vendre sur Agora Store. Okay. Et donc oui, les universités peuvent tout à fait mettre en vente via cette plateforme-là. Ok. On avait une question par là, je crois. Manu. Micro. Manu, on te voit pas. De la Picardie. Alors, on sait tous qu'entre la rédaction, le lancement et de nos marchés, voilà, il s'écoule quelques mois. Malgré les mises à jour tous les 6 mois, 1 an, hein, on fait tous à peu près ce truc-là, on se retrouve avec des rêves qui sont obsolètes. Est-ce que vous faites des commandes hors BPU sur devis? Parce que, je dis ça parce qu'on en fait au bout d'un moment, on est obligé de faire des commandes hors BPU, avec le lot un tel attribué à tel prestataire, validation évidemment du devis pour différentes raisons, ou est-ce que vous restez sur votre BPU, point barre? Donc en fait, nous ce qu'on a construit, c'est le BPU, il est lié enfin, il y a le BPU pour les installations de salle type. Donc là, on est obligé de rester dedans. Au pire, moi j'accepte que le mec il me fournisse mieux pour le même prix. On dira rien. Et dans la partie achat carton, en fait, le BPU, c'est vraiment des produits de base, c'est de la fourniture, c'est du câble, la connectique, 2-3 automates, un truc comme ça. C'est vraiment hyper basique. Et en fait, le reste, on est sur un lot où on remet en concurrence 3 sociétés. Ouais, mais du coup, c'est lourd. On ne peut pas lancer une commande rapidement sur une nouvelle rêve produit, enfin un produit qui vient de sortir. Mais si, du coup, je peux. Parce que à chaque fois, c'est remise en concurrence. Ben non, mais c'est une remise en concurrence simplifiée. Ouais. Je fais 3 devis ou 3 boîtes et basta. Ouais, mais le problème, c'est que les entreprises s'essoufflent rapidement parce que souvent, il y en a un qui casse un peu les prix. Et au bout d'un moment, les autres ne répondent plus. Après, on a fait le taf, hein, on a fait la demande. Ouais. Écoute, on verra. Mais là, le deal, dès le départ, ils savent qu'ils seront 3 et en concurrence, quoi. Et pour rebondir un peu sur les centrales d'achat, parce que nous, au niveau de notre service marché achat, on a tendance un peu à nous pousser là-dessus, comme toute la partie informatique, hein, voilà, ils aiment bien les centrales d'achat. On sait que les centrales d'achat commencent à zioter un peu la partie audiovisuelle. Il y a la Canut qui prépare quelque chose aussi. Il y a un marché d'annoncer sur la vidéoprojection, mais sans doute un peu plus large pour l'automne. Donc voilà, est-ce que vous ou d'autres pensez partir sur des centrales d'achat avec du coup éviter des lancements à tout va de marché, la gestion, les changements de prix? Je veux bien commencer la réponse, si ça ne vous dérange pas. Je dirais que les centrales d'achat, c'est comme sur n'importe quel marché, c'est que ça dépend en fait. C'est que ça dépend vos ressources internes, votre stratégie d'achat et la compétence et le temps que l'ensemble des collègues sur une chaîne d'achat, de l'opérationnel jusqu'à la notification, sont en capacité d'investir pour répondre à un besoin. Donc à l'université de Tours, il y a des segments d'achat sur lesquels on priorise effectivement la centrale d'achat. Je pense comme beaucoup d'établissements sur les licences informatiques, parce que les marchés multi-éditeurs, il n'y a pas plus performant qu'une centrale d'achat pour ça. Je pense au titulaire SCC notamment, qui est titulaire de l'UGAP, du RESA et du CIH. Et ensuite, ça dépend de ce que l'on est en capacité de faire en interne.
ce qui pourrait être précieux pour votre structure ne l'est peut-être pas pour une autre. Donc ça dépend. Moi, je priorise pas par principe, comme je ne déconseille pas par principe sur les centrales. Ça dépend vraiment des ressources internes. Et de la capacité à faire aussi dans un délai qui peut être hyper contraint. Si demain vous avez un gigantesque financement international pour réaménager vos locaux dans un délai extrêmement impossible, peut-être que vous aurez besoin d'une solution presque clé en main, en capacité de la dégainer très rapidement. Et là, la centrale d'achat peut être précieuse. Enfin, ça dépend vraiment du contexte. Alors pardon de ne pas vraiment répondre, mais je ne sais pas répondre autrement que comme ça. Moi, de mon point de vue, c'est alors je l'ai pas vraiment vécu directement, mais un service qui voulait aller plus vite, donc ils ont acheté un vidéoprojecteur via l'UGAP, et tu as aussi la prestation d'installation. Et quand le mec est venu faire l'installation, il a vu le faux plafond, c'était un truc grillagé, un truc à la noix, là, et il a dit non, et il s'est barré. Voilà. Donc la difficulté, elle est là, c'est qu'on est quand même, pour l'achat carton, en fait, moi, si je pouvais acheter sur un site de pro en ligne, de matériel audio pro, ça m'irait très bien, mais sauf que ça colle pas avec la logique marché, quoi. Si, après, ça peut parfaitement. Oui, mais il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils répondent. Ils répondent pas en général. Mais après, par contre, pour l'intégration, moi j'ai envie de connaître le mec qui va faire l'intégration, quoi. Alors que le problème des marchés, là, ce que j'ai regardé un peu, moi, le CAIH, c'est pas très clair entre à qui t'achètes, qui c'est qui fait l'intégration. C'est un peu enfin, moi, ça me semble être un peu le foutoir, quoi. Et puis je pense que du coup, tu payes plus cher, là, au final. Mais trouver qu'on soit gagnant aussi financièrement, quoi. Sur le carton, je pense pas. Je pense que sur le carton, ça coûte moins cher parce qu'il y a un effet de masse. Sur la partie prestataire intellectuel, je pense que ça coûte plus cher, ça je suis d'accord. Il y a peut-être un entre-deux à trouver. Moi, les fonctions que j'occupe à l'université de Tours, je ne les occupe pas depuis si longtemps que ça, c'est depuis 2022. Et je m'étonne, moi, du peu de marchés qui sont passés en commun par les universités entre elles. C'est quelque chose qui m'étonne un peu. Il y a peut-être un entre-deux entre chaque établissement porte son marché, la centrale d'achat fait pour tout le monde, et des universités proches en capacité de porter ensemble des consultations. Alors, il ne s'agit pas d'une bouteille à la mer, mais peut-être de quelque chose sur lequel on pourrait se positionner collectivement. Effectivement. Je voulais savoir si Hélène ou Gabriel voulaient réagir sur le sujet. Non, je dirais la même chose que mes collègues. En effet, aller vers des centrales d'achat, vers des groupements d'achat, tout est question de stratégie de la direction de l'audiovisuel, voilà, du besoin et surtout des ressources en interne dont on dispose pour pouvoir élaborer les cahiers des charges. Ce qui est important quand on doit passer un marché dans une université, c'est d'avoir le binôme service-marché et surtout service opérationnel. Voilà. Et d'avoir des techniciens en face qui puissent établir des cahiers des charges techniques, c'est très important parce que nous, seuls au service marché, on est incapable de faire des bons marchés s'il n'y a pas la technique et les techniciens en face. Voilà. Donc après, les groupements d'achat, c'est vrai que ça peut être bien pour l'achat en carton. On n'a pas testé de notre côté. Je pense que pour le prochain marché, on se posera la question. Pour l'équipement et l'intégration dans les amphis et les salles, le retour, je ne pourrais pas parler pour les techniciens de l'audiovisuel, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt satisfaits d'avoir des marchés subséquents, de rencontrer en effet les commerciaux et les entreprises pour faire des visites sur les sites et pour avoir une réponse appropriée quand il y a de l'intégration. Merci. On a une question là-bas. Oui, en fait, c'est plus une réaction. Alors moi, je suis complètement de l'autre côté. Je suis côté fournisseur, je suis une marque. Donc merci parce que effectivement, cette session est très intéressante, même pour moi. Donc je ne vais pas parler de ma marque du tout, ne vous inquiétez pas. En revanche, en termes de réaction, moi, je trouve que c'est intéressant cette notion comment dirais-je, de centrale d'achat, qui serait en fait la solution miracle finalement, vu de mon côté, c'est une situation miracle parce que ça vous permet d'avoir effectivement toujours les meilleurs prix a priori, si tant est que toute l'offre soit disponible dans ces centrales d'achat.
Sauf que le problème, c'est que les centrales d'achat, et pour avoir travaillé avec eux et essayé de travailler avec eux, on parlait de l'UGAP notamment, les premiers, je peux vous dire que les conditions pour y rentrer déjà sont plutôt très compliquées. Et puis en plus, on n'est pas toujours accepté dessus. Donc s'il y avait au moins une manière de répondre à leur catalogue et d'avoir un prix remisé qui soit effectué sans qu'il y ait une sélection en tant que telle du produit par l'UGAP, là ce serait parfait. Et malheureusement, ça n'existe pas. Et c'est pareil, nous, Marc, tout à l'heure j'entendais pour la partie marché, est-ce qu'on peut mettre une marque dans un cahier des charges ou pas? Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas directement contractualisé dans le marché. La marque elle est derrière un intégrateur. Vous allez contractualiser avec un intégrateur, pas avec une marque. Donc rien ne vous empêche, même légalement, de citer une marque dans le marché. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est dans la même chose. C'est qu'à un moment donné, vous pensez faire un marché et faire en sorte que ce soit le plus ouvert possible, et en se disant j'ouvre le marché et je vais obtenir le meilleur résultat. Ben non, en fait, parce que derrière, c'est repasser à la moulinette d'un intégrateur qui décide de ce qu'il veut mettre, ou d'un UGAP ou autre qui va décider de ce qu'il vous propose. Et finalement, personne n'est content. C'est-à-dire que ni vous ni nous, entre guillemets, obtenez à 100% ce que vous voulez. Moi, je pense que le mieux, c'est d'être en contact direct, comme on arrive à le faire avec beaucoup d'entre vous aujourd'hui. C'est l'idéal, de pouvoir être en contact direct pour vous présenter les produits, hors prix, hors tout ça, hors toute négociation qui puisse nous empêcher d'avoir une vraie discussion sur l'aspect technique, et qu'il y ait un choix technique des choses. Et après, derrière, le jour où effectivement des catalogues ou des UGAP ou autres permettraient d'avoir des prix ouverts comme ça, ce serait parfait. Voilà, c'était ma réaction. Mais c'est très intéressant d'avoir les deux visions. Vous vouliez réagir Non? Du coup, oui, parce que donc moi je passe à la DSI et donc je commence à participer aux réunions. Et là récemment, ils ont recruté quelqu'un pour piloter les achats DSI. Et en fait, c'est quelqu'un qui était avant dans une boîte et qui répondait au marché. Et donc elle commence. Donc son but, c'est de travailler sur les marchés. Donc elle regardait un peu ce qui se passait. Et l'autre fois, elle me disait en réaction, là, comme ça, elle me disait oui, c'est marrant parce que de voir que c'est si compliqué à écrire, parce que qu'est-ce que c'est compliqué à répondre quand même. Oui, j'avais une petite question. On a une question là, oui. Je suis Jean-Jacques, je travaille à la faculté de santé à Paris, à Sorbonne Université. Il y a un lot que j'ai pas entendu, ou alors j'étais un peu assoupi après le repas, mais j'ai pas entendu le lot de la maintenance ou de l'intervention sur site, qui pour moi est une partie quand même très importante, notamment pour les gens qui travaillent dans les universités, en particulier dans les salles de cours et les amphithéâtres. Lorsque vous avez du matériel qui tombe en panne, une lampe de vidéoprojecteur, pour dire un exemple au hasard, qui tombe en panne, c'est des choses sur lesquelles il faut intervenir rapidement en général, et j'ai pas entendu cette partie-là, donc je suis un peu surpris. Mais sinon, merci beaucoup pour l'exposé par ailleurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, je peux parler du cas de l'université de Rennes, puisqu'on en sort. On a fait un lot maintenance, et on en revient en notation, et ce qui fait que celui qui est titulaire du lot maintenance n'est pas celui qui est titulaire du lot installation, qui est son concurrent. Alors on n'a pas eu de cas de maintenance encore, puisque le marché il a 3 mois, ça fait 3 mois qu'il est en place. Donc l'année prochaine, si on fait un retour sur les marchés, on pourra peut-être vous dire ça s'est super bien passé ou c'est la merde. Voilà, on verra. Oui, alors pour la maintenance, nous, il y a la maintenance préventive, on se débrouille à peu près, tout seul comme des grands. Et après, effectivement, quand il faut changer un VP dans une salle, on arrive à faire. Dans un amphi, c'est un peu plus compliqué. Là, effectivement, du coup, tu as un amphi qui peut être bloqué un certain temps. Je sais pas si tu as l'écran de projection qui tombe. Des fois, quand ça vieillit, quand ça a 10 ans, 15 ans, ça... Ah ben ouais, ça finit. La colle, elle finit par... Non, juste la toile. Non, des fois, le truc, tu le déroules et il va jusqu'en bas. Mince. Donc, oui, tu as les interventions qui sont un peu compliquées parce qu'il faut un échafaudage, il faut machin, il faut truc.
Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est à peu près validé par la direction des achats, c'est qu'on fait on fait du grand marché, parce qu'au final, on a un global sur l'année qui reste raisonnable, quoi. Donc on fait du grand marché, on fait intervenir, en général, on essaie de faire venir la boîte qui a fait l'install, parce qu'ils ont normalement ils savent ce qu'ils avaient mis, ils savent ce que machin. Et globalement, on doit être de l'ordre de, je sais pas, on est peut-être à 20 000 euros par an, même pas, peut-être aller plutôt 10 000 euros par an. Donc en grand marché, ça passe très bien. Là, je pense qu'on n'est pas hors la loi. Est-ce qu'on a d'autres questions encore là-haut? Oui, c'est plus une réaction du coup sur la maintenance. Là, nous, on a passé un marché d'intégration. Du coup, c'est vraiment de l'intégration de salles, amphithéâtre, salles de cours, etc. Et on a intégré en fait la maintenance dans le BPU. C'est-à-dire qu'en gros, chaque devis qui sera fait intègre un forfait de maintenance qui sera dégressif sur les 4 ans du marché. Donc on a trouvé cette solution pour justement couvrir ce besoin-là. Voilà. Mais ça concernera évidemment que les nouvelles installations qui seront faites dans le cadre de ce nouveau marché. Et je voulais juste réagir aussi sur la question de la robustesse des matériels. Et dire que ouais, le cadre de mémoire technique, ça peut être un bon outil aussi pour challenger les fournisseurs sur justement la pertinence des matériels qu'ils proposent, sur les choix qu'ils font, voilà, pour justement et puis après effectivement jouer sur la notation. Voilà. Du coup, le cadre de mémoire technique, c'est ce qui, je crois, accompagne systématiquement les CCTP, si je dis pas de bêtises. Non. Si, c'est un document, oui, où tu demandes à la boîte de répondre à un certain nombre d'informations. Ouais, qui font l'objet d'une notation. Alors en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a fait. Moi, c'est le premier marché que j'ai rédigé, là. Ouais. Mais il y avait un cadre de mémoire technique avec des items, avec des cas pratiques, avec des justifications sur l'organisation de la boîte, sur les choix qu'ils faisaient, sur les moyens humains, sur les... Voilà. Et du coup, il y avait une part de notation qui était très importante là-dessus, en plus, en complément du BPU. Mais oui, mais je ne sais pas si ça simplifie vraiment le... C'est pas sur un appareil de données, non, pas forcément. Ouais, peut-être ça s'applique pas du coup. Non, la subtilité, c'est qu'effectivement, sans citer de marque, tu as plein de capteurs dans les caméras, typiquement les barres audiovisuelles, tu as plein de capteurs qui sont en fait le même capteur, mais dans l'électronique, il y a d'autres choses autour du capteur qui fait que si tu peux dire à ce capteur-là, il est bien, donc tu as plein de barres audiovisuelles qui vont être super bien, sauf qu'en fait, il y a plein d'autres choses, le traitement derrière, il n'est pas fait de la même manière, parce que lui, du coup, c'est pas... Et du coup, la barre de machin, elle est moins bien que la barre de truc, et elle est encore moins bien que la barre de bidule. Et c'est le genre de choses que tu peux pas... enfin, la barre audiovisuelle, ou même des caméras, ou n'importe. En fait, les infos techniques qu'on a, elles ne te permettent pas forcément de dire c'est mieux ou c'est moins bien, quoi. Et moi, effectivement, ce que je ne sais pas faire, c'est comment faire entrer une vraie comparaison des produits qui sont proposés, quoi. On avait testé dans le tout premier marché qu'on avait lancé à l'Université de Bordeaux, justement pour le lot câblage et connectique, on avait demandé qu'ils nous envoient un échantillon. Puis en fait, bon, le lot, ça n'avait pas marché, mais bon, en gros, il y avait une boîte qui avait envoyé l'échantillon impeccable, sauf qu'il manquait un câble, donc la direction des achats de l'époque avait dit « Ah bah non, c'est pas bon, ok ». Et l'autre boîte qui avait répondu, ils avaient envoyé un échantillon, il n'y avait pas un câble qui correspondait à la référence qui était mis dans le BPU. Pas un. Truc de fou, quoi. Ils te mettent des références, l'échantillon, c'est autre chose. Je me permets d'intervenir ici. Moi, je suis très réservé sur les échantillons, de manière générale. C'est l'ancien avocat que je suis qui s'était occupé de référer là-dessus, où je répondais aussi à des appels d'offres dans mon ancienne vie, et je défendais les entreprises qui perdaient aux appels d'offres. Et s'occuper d'échantillons, il faut être habilité pour ça. Pour faire des tests, il faut avoir des compétences, des qualifications spéciales, démontrer qu'on a testé un matériel dans les mêmes conditions, aussi bien de température que d'heure, que de luminosité. Il y a tout un tas de grilles d'évaluation pour ça. Et je suis toujours extrêmement réservé sur ce que l'on appelle un test d'échantillon. Si c'est prendre un câble trituré pour voir s'il est résistant, s'il résiste lorsqu'on le jette et qu'il ne se casse pas, je suis très réservé sur ça, sur l'échantillon, sur ce que l'on en fait véritablement. Ok. On a encore une remarque. Il te faut un micro par contre. Non, il faut un micro pour la captation. Merci. Moi, j'avais une question sur une prestation, par exemple, dans le cadre d'un accord cadre ou d'un marché.
sur une achat avec installation, un équipement, une intégration qui, je sais pas, 3 jours de travaux au sein d'un amphi, puis en fait le prestataire vient pas forcément le bon jour, ou alors les travaux s'éternisent, la disponibilité des salles fait que finalement c'est reporté à X mois et les salles sont immobilisées finalement. Voilà, une forme un peu de défaillance par rapport à ce qui a été annoncé. Quelles sont les possibilités que nous on a avec la cellule marché de revoir ces accords et au-delà des pénalités d'ailleurs, est-ce qu'il est possible de mettre des pénalités? Voilà, ce genre de choses, quoi. Comment faire en cas de difficulté dans le cadre d'un marché, quoi. Je crois déjà faut déjà admettre le matériel. Donc vous devez, nous pour les marchés subséquents, on demande aux audiovisualistes de nous remplir des PV d'aptitude, des PV de services faits. Comme ça, on peut suivre les délais vis-à-vis des entreprises, les rappeler à l'ordre, ajourner les admissions, donc ce qui évite d'aller jusqu'aux pénalités. Voilà. Et donc c'est vrai que le service marché travaille en collaboration avec la direction de l'audiovisuel pour rappeler les délais et puis faire le suivi administratif des marchés subséquents. Je me permets d'intervenir maintenant. Dans l'exemple que vous venez de nous donner, monsieur, on n'est pas simplement sur un retard d'envoi de carton, on met en péril l'exécution d'une mission de service public avec un amphi qui est stoppé. Dans le marché, s'il avait été prévu l'exécution aux frais et risques, ça offre la possibilité à l'administration de faire exécuter la suite des opérations, donc si c'est les travaux d'installation, d'intégration, par une autre entreprise, et de faire payer cette prestation au titulaire défaillant. C'est une des possibilités qui est offerte par le Code de la commande publique. Ici, on est au-delà des pénalités, en fait. C'est pas simplement on est en retard. Vous avez utilisé le terme qui fait écho chez moi. Vous avez parlé de défaillance de la part du titulaire. Et pour ça, si c'est bien avéré, et que ça a été prévu dans vos marchés, il y a l'exécution aux frais et risques. C'est une variable que je ne connaissais pas, c'est intéressant à savoir. C'est l'arme de destruction massive du marché. Donc, les pénalités, c'est rien à côté de ça. On est sur quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie. Les frais et risques, c'est ce que je pense avoir expliqué, c'est que vraiment vous faites appel à une autre boîte pour finir la prestation. Et la personne qui paye la facture, in fine, c'est pas vous, c'est le titulaire défaillant. Donc ça se démontre, ça doit se prévoir dans le marché initial. C'est que cette possibilité-là, à l'université, on en a, sur certains marchés, on en a pris l'habitude. Je pense qu'on aurait des difficultés à le faire valoir pour du carton, mais pour une intégration où le titulaire s'est engagé au titre des travaux que de libérer les locaux avant la date due, et que là, nous sommes sur des retards qui sont devenus inacceptables, qui mettent en péril l'exécution d'une mission de service public, je pense que vous entrez, sans plus d'analyse, je pense que vous entrez dans le cas de figure de l'exécution aux frais et risques. Et là, ça nécessite un rapport évident entre, je ne sais pas comment fonctionne votre structure, monsieur, si c'est le service marché, est-ce qu'il s'agit de juristes ou est-ce qu'il s'agit que d'acheteurs non juristes, ou alors il faut vous rapprocher de votre DAGE pour voir, ou des deux, pour voir comment mettre en place cette situation. Mais en tout cas, c'est une possibilité si ça a été prévu au marché. C'est ce qui est beau dans les marchés, c'est que l'on peut tout faire, en tout cas presque tout, il faut juste le dire. Ben, merci beaucoup, je pense que c'est quelque chose qui va apparaître dans pas mal de marchés maintenant. On a une nouvelle question de Jean-Philippe là-haut. Oui. En fait, ce qui ressort de la notation, en fait, moi j'ai vécu, Guillaume, tu le sais, j'ai vécu le dépouillage, le dépouillement des offres. Si on peut dire, ça a été un jeu assez complexe finalement, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez bossé notre critérisation. Et que typiquement, on ne dépouille pas des offres d'un marché en posant des notes au doigt mouillé. C'est un peu ce dont on essaye de parler depuis tout à l'heure, et notamment à propos des critères, donc celui de la robustesse que j'ai cité précédemment. Sur un BPU, c'est à peu près la même chose. J'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'on pouvait citer une marque ou équivalent, chose que nous n'avons pas faite, puisque finalement on a pris les fiches techniques globalement des appareils qu'on utilise le plus souvent à l'université, et on en a fait un résumé dans un BPU pour
quelque part fléché l'appareil quelque part qu'on visait. Bon, grosse erreur, typiquement, il vaut mieux mettre la marque et puis ou équivalent, parce que là au moins vous êtes sûr d'avoir une offre technique à minima, celle que vous demandez, et au pire, celle qui est vraiment la plus approchante. Mais par contre, sur le lot maintenance, j'entendais tout à l'heure, nous l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas imposé d'unité de mesure. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des candidats qui nous ont répondu l'un par des forfaits, à la demi-journée ou à la journée, et l'autre à l'heure. Et alors là, pour comparer, ça a été la fête, parce que là, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Mais en l'occurrence, comment dire, qu'est-ce que vous avez fait sur, enfin justement pour la maintenance, est-ce que vous avez imposé des unités de mesure, ou même dans vos lots, est-ce que vous avez imposé des unités de mesure, des quantités, des choses comme ça? En fait, on n'a pas de maintenance, donc du coup, on en avait dans le précédent marché, mais on l'a jamais utilisé, donc on s'embêtait avec les trucs qui servent à rien. Par contre, on a ce qu'on a appelé la possibilité de demander un déménagement ou un démontage de matériel, parce que avec l'opération Campus, il y a eu plein effectivement de salles, de bâtiments qui ont été rénovés ou construits, et il fallait balader l'équipement de la salle A vers la salle B, puis le remettre après, et on n'avait pas forcément le temps de faire ça. Donc du coup on avait anticipé cette possibilité d'avoir des déménagements, et là effectivement c'est l'unité d'œuvre, c'est l'heure. Mais après la difficulté c'est qu'on leur demandait, enfin précédemment on leur avait pas demandé de nous dire combien de temps ils mettraient pour déménager une salle, quoi. Donc du coup c'était un peu, on pouvait comparer l'unité parce qu'on avait fixé que c'était à l'heure, mais on savait combien ça allait nous coûter à l'heure, mais on ne savait pas combien une salle à déménager allait nous coûter au final, parce que s'ils mettaient 8 heures ou 4 heures, c'est pas pareil. Bon, alors du coup, cette fois-ci, ce qu'on a prévu, c'est que dans le BPU, il y a on va peut-être pas l'évaluer, je ne sais pas trop encore comment on le note, mais il y a un deuxième onglet où on a justement le déménagement d'une salle, démontage d'une salle, et on donne 2-3 des équipements qui sont dans la salle, et comme ça on aura un coût. On aura une idée du coup qu'ils appliqueront effectivement le jour où on aura besoin de faire un déménagement. Voilà. Mais c'est sauf à dire de prévoir tous les déménagements, enfin, toutes les interventions que tu veux, et tu dis je veux la maintenance de la salle machin avec tel vidéoprojecteur, je veux la maintenance dans mon amphi où le vidéoprojecteur il est en régie, ou alors non, le vidéoprojecteur il est en plein milieu de l'amphi, il faut monter avec un échafaudage. Sauf à tout décrire, toutes tes salles ou tous les types de salles pour avoir le coût de la maintenance par salle, effectivement c'est un peu... je vois pas d'autre solution, quoi. Toi tu décris tout, et dans ce cas-là tu peux avoir le coût, tu auras le coût pour la salle en question, tu sais combien ça va te coûter, soit tu croises les doigts. Merci Jean-Marc. Dernière chose, moi j'avais sur les critères qui sont publiés, nous on a publié les principaux critères et les sous-critères, mais est-ce qu'on était tenu de publier les sous-critères ou est-ce que les principaux étaient suffisants? Parce qu'auquel cas, les sous-critères, s'ils ne sont pas publiés, on peut les aménager si on a des difficultés de notation. Je vais répondre avant les pros, juste pour voir si j'ai compris ou pas en fait. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu peux utiliser autant de sous-critères que tu veux, mais si tu dis pas comment ils sont notés les uns par rapport aux autres, ils ont tous le même poids. Donc en gros, si tu as 10 critères, 10 sous-critères, pardon, ils valent tous 1/10 de la note du critère en question. Mais t'es pas obligé et de si les tu veux que publier. ce soit différent, il faut dire le sous-critère machin, il pèsera plus que les autres. Et alors l'autre façon de faire, c'est parce que comme de toute façon tout ça c'est un peu caché, ce que tu peux faire dans tes sous-critères, c'est les regrouper plus ou moins, quoi. Donc tu restes bien tout le monde a 1/10, mais sauf que tu passes à 1/8, quoi, parce que ton ami du coup tu en as regroupé 2, donc il passe à 1/16 en fait par rapport aux autres, puisqu'ils sont ensemble, il valent moitié moins. Il faut que l'entreprise, lorsqu'elle télécharge le dossier de consultation des entreprises, elle soit tout de suite au courant de comment est-ce qu'elle va être évaluée. Je pense qu'il ne faut pas entrer dans ce rapport de force avec l'entreprise. Elle a un droit de savoir ce qu'il va faire, le choix de l'administration. Si vous ne mettez pas de sous-critères, moi, je vous dis bon courage pour expliquer à quelqu'un ce que veut dire valeur technique. Je ne sais pas ce que ça veut dire valeur technique d'une offre.
Je ne sais pas ce que ça recoupe, je ne sais pas ce que cela signifie, je ne sais pas comment on l'évalue. Je pense qu'on a tout à gagner, même surtout côté administration, de dire aux entreprises potentielles, nous, la valeur technique, ce qui importe pour notre structure, c'est tel point, tel point, tel point. Ça donne à lire, en fait, et ça donne à voir. Et à la fin, on se posait la question de la durabilité. Si on est précis dans nos critères, si on considère que le prix, parce qu'on a un budget qui est très très serré, on va donner un poids significatif aux critères prix. L'entreprise qui va être amenée à répondre va déduire cela. Elle, c'est son expertise du quotidien que de positionner des prix et des références par rapport aux capacités à faire d'une collectivité. Si on n'est pas précis là-dessus, on aura, je pense, des réponses qui ne vont pas nous satisfaire. Je pense qu'on a tout à perdre que de ne pas être prolixe dans la définition de valeur technique, par exemple, qui, comme son nom l'indique, ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, oui, effectivement, en plus, ça permet en définissant les critères, ça met en avant ce que tu attends, quoi. Toi. C'est pas juste que ça aide aussi la société à répondre avec tes besoins, à répondre à ton besoin, quoi. Ça fait partie de la définition du besoin, finalement, le choix des critères. Et s'il y a bien un truc sur le juge est de plus en plus cool avec les administrations depuis 2008 notamment, on peut faire des petites encoches dans nos dossiers que le juge viendra nous protéger les administrations, sauf sur un point, sur les évolutions en cours d'analyse des critères. S'il y a un truc qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas rajouter en cours de route, c'est des critères de sélection. C'est quelque chose où le juge est intransigeant là-dessus. Et on peut le comprendre. Oui, la jurisprudence et le Code de la commande publique recommandent tout à fait d'être transparent sur les critères de jugement des offres. Donc il vaut mieux les annoncer dès le départ, les critères et les sous-critères notés pour n'avoir pas de recours derrière. Ok. Je pense qu'on n'a plus de questions et de toute façon on arrive à la fin du timing de la table ronde pour enchaîner sur la prochaine. Merci à vous. Merci Joachim à distance. Merci à vous tous. Merci. On va enchaîner sur la prochaine table ronde animée par Benoît sur les typologies de production. Benoît, c'est à toi. Je crois qu'on a du monde à distance aussi.